Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler Nutanix, plan de reprise d'activité et cloud public. Alors un plan de reprise d'activité, on va voir déjà ce que c'est et pourquoi on en a besoin. En fait on en a forcément besoin parce que un jour ou l'autre, effectivement, on peut être touché par un problème dans sa salle machine ou son data center si on a des infrastructures un peu plus grandes. Et même, entre guillemets, les plus grands sont touchés par ces problèmes. Donc là, on a quelques exemples avec de l'eau ou avec la foudre, les incendies, les tremblements de terre, des désastres majeurs. Globalement, on peut en voir à peu près partout dans le monde. Et on n'est jamais à l'abri, effectivement, qu'on ait un souci qui touche notre infrastructure, et plus particulièrement nos serveurs et les données qui sont hébergées dessus, ainsi que les applications. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé les plans de reprise d'activité, le PRA, ou en anglais le DRP, le Disaster Recovery Plan. Et l'idée effectivement de ce type de plan, c'est de se prémunir finalement, et d'avoir un plan B le jour J. Parce que, en fait, c'est bien connu, l'adage « les emmerdes, ça vole toujours en escadrille », c'est vrai. C'est-à-dire que souvent, quand on va avoir un problème, il est rare que le problème vienne tout seul. Oui, c'est Jacques Chirac qui a dit ça. Et quand ce problème peut être réaugmenté par un autre problème, on a le phénomène simplement du suraccident. Donc un exemple qui est assez concret, en Corée du Sud, il y a eu un incendie d'un data center. Là encore, comme je l'ai dit, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce qui est plus embêtant, c'est le suraccident. C'est que suite au désastre majeur, on s'aperçoit que les sauvegardes ont été également négligées. Et donc, du coup, ça entraîne quoi? Ça entraîne une perte de données qui, en l'occurrence ici, semble définitive, de presque un pétat de données citoyennes. Donc là, c'est un exemple ici, mais globalement, il faut vous dire que qu'est-ce qui se passerait si votre data center, votre salle machine, vos serveurs hébergés quelque part, disparaissaient d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous êtes capable de redémarrer? Et comment? Et c'est là, finalement, qu'on en vient sur les basiques du PRA, du plan de reprise d'activité, et on doit séparer la notion de PRA de la notion de PCA. Un PCA, c'est plus un plan de continuité d'activité, alors que dans l'objectif d'un PRA, l'objectif du PRA, c'est de restaurer des services, des applications qui peuvent être essentielles, dans un délai qui soit acceptable, c'est-à-dire compatible avec le maintien, entre guillemets, en vie de la société, ou le maintien, à minima, de son activité commerciale. Et l'idée, c'est de limiter effectivement l'impact de cet incident et de pas faire en sorte que cet incident crée d'autres incidents, et donc ce fameux phénomène de suraccident. C'est toujours un triptyque, un plan de reprise d'activité. Et là, c'est pas lié à un fournisseur X, Y ou Z. C'est toujours un triptyque qui sera composé de gens, de processus et de technologies. Pour avoir les plus belles technologies du monde, si on n'a pas des personnes qui sont formées et capables d'utiliser ces technologies dans un cadre défini et avec un ordonnancement qui soit clair, globalement, votre plan de reprise d'activité va mal se passer. Ne pas oublier que quand on est dans un plan de reprise d'activité, on est dans une situation de stress intense, avec une pression probablement de la hiérarchie et des métiers, demandant quand c'est que ça va marcher. Et donc, on ne peut pas oblitérer un des trois éléments. Vous voyez ça comme un tabouret à 3 pieds. Enlever un pied, le tabouret sera beaucoup moins stable. Donc il faut des gens qui soient formés à la technologie, qui étaient entraînés sur les processus. Il faut des processus qui étaient eux-mêmes éprouvés et mis à jour de manière régulière. Là encore, un système d'information est un organisme, entre guillemets, presque vivant qui évolue dans le temps. Et donc les procédures associées derrière, pour une reprise d'activité, doivent également en tenir compte. De la même façon, la technologie évolue, et donc il faut tenir compte des évolutions de la technologie et en tenir compte dans les mises à jour des plans de reprise d'activité, l'utilisation de nouvelles technologies par exemple. Donc ce triptyque, on ne peut pas s'en passer. Je vais plus parler dans la suite de la vidéo d'aspects plus technologiques liés effectivement à la partie Nutanix dans un usage de PRA. Mais là encore, tout ça c'est beau, ça marche bien si on a derrière des bons processus éprouvés et documentés et des personnes qui sont formées et qui savent utiliser les processus. Pour un PRA, la première chose à se poser comme question, c'est la notion de ces deux indicateurs clés que sont le RTO et le RPO. Donc le RTO, et le RPO sont les deux indicateurs qui vont nous servir pour définir également quel type de solution on va pouvoir utiliser, quel process on va mettre en place. Pour réexpliquer basiquement ces deux indicateurs,
Imaginez un service qui soit opérationnel, sur lequel on fait régulièrement des sauvegardes ou des snapshots, même si le snapshot n'est pas une sauvegarde, ça peut pas faire partie des éléments qu'on pourra utiliser dans un PRA. Et à un moment donné, on a un incident qui fait qu'on n'a plus de service opérationnel. Le RPO ici, Recovery Point Objectif, finalement, c'est les objectifs de perte, c'est l'objectif de perte maximum qu'on peut avoir. Donc, imaginons qu'on ait ici une sauvegarde qui a lieu toutes les 24 heures, eh bien ça veut dire que le RPO sera au maximum, effectivement, l'objectif ce sera de 24 heures. Parce que si l'incident se passe au bout de 23h59, on sait revenir 24 heures en arrière avec le dernier backup. Donc le RPO, c'est ni plus ni moins que finalement la perte de données admissible en termes, et là encore c'est des objectifs. Le RTO, lui, c'est le Recovery Time Objective, donc c'est l'objectif de temps de remise en condition, redémarrage suite à un incident, et donc le RTO va être mesuré au redémarrage des premiers services lors d'un plan de reprise d'activité, et ce temps peut prendre un peu de temps, là encore tous les services ne sont pas forcément fondamentaux, toujours concentrés sur le plus important, c'est-à-dire ceux qui impactent le business d'une organisation. Et donc le RTO, effectivement, va prendre plus ou moins de temps, et le RTO va être conditionné à la fois par de la technologie, parce qu'on peut avoir des solutions qui vont redémarrer plus ou moins vite, mais il est également conditionné par l'humain et les process. À partir de combien de temps, suite à un désastre majeur constaté, on choisit de déclencher le plan de reprise d'activité, de contacter les gens et de faire les opérations. Là encore, ça c'est des questions qu'on doit se poser, mais ces deux indicateurs-là, en fait, sont fondamentaux, parce qu'en fait, derrière, ils vont forcément, du coup, aiguiller vers certaines solutions techniques ou vers d'autres. Donc on est d'accord que plus ces deux paramètres, le RPO et l'RTO, vont être petits, plus ça risque de coûter cher. Entre faire un backup toutes les heures ou un backup tous les jours, toutes les 24 heures, le coût sera pas le même. De la même façon, redémarrer extrêmement vite veut dire peut-être qu'on a déjà des infrastructures, du matériel et du logiciel qui est prêt à démarrer. Et à l'inverse, si on n'a rien, ça prendra du temps pour acquérir, installer, paramétrer tout ça avant de redémarrer. Alors notez, c'est que souvent avec le RPO et le RTO vont venir d'autres indicateurs, ou d'autres acronymes plutôt, et c'est là où on va entendre parler de SLA, de Service Level Agreement. Et un Service Level Agreement, donc c'est un accord contractuel de niveau de service attendu. Donc si vous êtes fournisseur de solutions logicielles à destination de clients, vous avez probablement dans vos clauses de vente un SLA qui va dire, eh bien, mon infrastructure est disponible à hauteur de 99,X% du temps. Et ça veut dire que si on ne respecte pas ce taux de disponibilité, eh bien, le fournisseur va devoir payer des frais, entre guillemets, ou rembourser de l'argent à ses clients parce qu'ils ne respectent pas les accords contractuels. Donc les SLA sont quelque chose d'extrêmement connu dans le monde du cloud public, chez les hyperscalers notamment, et tous les services sont portés par des SLA derrière qui permettent de dire qu'effectivement je peux perdre le service, mais là encore, le temps de redémarrage suite à un incident peut impacter un SLA, et donc c'est là où c'est important de bien voir ces notions. Les solutions techniques, j'en ai parlé tout à l'heure, pour faire un plan de reprise d'activité, pour pouvoir, entre guillemets, avoir des données à récupérer, à restaurer quand le service principal ou les équipements principaux ne sont plus là. Bien entendu, c'est tout ce qui est sauvegarde, les backups, et également tout ce qui est snapshot, qui sont des clichés instantanés d'un instant T des applications, plutôt des données des applications. Dernière chose, dans les basiques du PRA, tester, c'est la base. C'est-à-dire que si on met en place un PRA, qu'on met en place une solution technique, qu'on la documente, qu'on forme des gens dessus, qu'on définit un périmètre qu'on protège, et qu'ensuite on oublie tout ça, on met les documents dans un placard, il y a de grandes chances que ça serve pas à grand-chose finalement. Peut-être que dans les 2-3 prochains mois, les gens savent encore faire, parce qu'ils l'ont testé récemment. Par la suite, dès qu'on aura passé plusieurs mois, voire une année, eh bien, il y a besoin de rafraîchir tout ça. Il faut des fois rafraîchir la technologie parce qu'on peut avoir des logiciels qui sont sur des formes d'abonnement, ou simplement des logiciels qui vont évoluer dans leur version,
On peut avoir du coup des processus qui vont changer, parce que la documentation qui va expliquer quelles étapes faire devrait être actualisée avec les nouvelles solutions techniques, les nouveaux écrans, les nouvelles versions, peut-être les nouveaux workloads qui ont été rajoutés, parce que en général, c'est rare qu'on reste sur un isopérimètre dans le temps. Et puis les personnes, c'est pareil, les personnes peuvent changer également d'organisation, de service, et puis il y a des nouvelles personnes qui vont arriver également, et puis si on s'entraîne pas, on est des humains, si on ne s'entraîne pas, en fait, on finit par oublier. Donc vous voyez ça comme finalement le test régulier du PRA, c'est l'entraînement du test incendie qu'on peut avoir dans des bâtiments, par exemple, où effectivement on entraîne le personnel à faire l'opération complète avec l'ensemble des processus permettant d'évacuer les gens, voire d'éteindre l'incendie ou régler le problème qu'il peut y avoir. Là encore, tant qu'on n'a pas les gens qui sont formés et les bons processus d'utilisation de ce qu'on va utiliser dans le PRA, les technos sont là, mais elles sont pas magiques. Donc vous pouvez avoir un magnifique camion de pompiers superbement équipé, et avoir un feu. Mais si on n'a pas des gens qui savent se servir de camions de pompiers et comment utiliser les lances à incendie, on a un camion de pompiers et un feu à côté, et ça sert pas à grand chose. Voilà. Du coup, on va revenir sur la partie Nutanix, et donc Nutanix Disaster Recovery, qui est une fonctionnalité qui est intrinsèque à Nutanix Cloud Infrastructure, et donc c'est important de revoir un petit peu les basiques. Donc dans Nutanix, on va pouvoir gérer un ou plusieurs clusters au travers d'un prisme central, qui est donc un outil de management centralisé des clusters, et donc l'association d'un prisme central avec un ou n clusters va correspondre, dans notre jargon, à une zone de disponibilité. Donc, sur un Nutanix Cloud Cluster, une zone de disponibilité peut être appairée avec une autre zone de disponibilité. Donc on peut appairer un prisme central et les clusters sous-jacents à un autre prisme central qui lui-même gère d'autres clusters sous-jacents. À partir de là, le but est de protéger des ressources dans le cluster d'origine, dans les clusters d'origine, et donc de les protéger comment ? Alors on va utiliser différents mécanismes. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des catégories. Donc les catégories vont permettre d'affecter des étiquettes en fait à des workloads, basiquement à des machines virtuelles. Et donc ces étiquettes vont être utilisées ensuite dans des objets qu'on appelle... alors il y a notamment les protection policies, protection plan. Et là, le protection plan va faire quoi ? Il va dire, sur tel ensemble de machines virtuelles, je vais faire des réplications des données de ces machines virtuelles de la zone de disponibilité numéro 1 vers la zone de disponibilité numéro 2, donc en gros, d'un cluster géré par le premier prisme central vers un second cluster géré par le second prisme central. Et vous aurez compris, effectivement, ces clusters, on va essayer de les éloigner le plus géographiquement, ne pas les mettre côte à côte dans le même rack, les mettre au moins dans des bâtiments séparés, voire de les éloigner encore plus loin. Du coup, les protection policies, elles sont là pour dire telle ou telle machine, je vais répliquer ces données de la zone 1 vers la zone 2, et ensuite on va choisir dedans la fréquence de synchronisation ou d'envoi des données du point A au point B. Et c'est là que va rentrer le facteur de RPO dont je parlais tout à l'heure, donc la perte admissible. Donc il existe en Nutanix trois niveaux de synchronisation des données entre deux zones de disponibilité, donc entre deux clusters dans notre exemple. Soit on est en synchrone, et donc en synchrone, en gros, on est à un RPO qui serait de 0. Hein. Quand on écrit d'un côté, on va aller écrire de l'autre. Et vous aurez compris que quand on fait du synchrone, il nous faut donc du coup un réseau avec une très très faible latence, parce qu'on doit écrire les deux informations des deux côtés, rapidement. On peut faire du near sync, et dans ce cas-là, on aura un RPO compris entre 1 minute et 15 minutes. Et dernière option, on aura la réplication asynchrone, async, qui elle sera de 1 heure ou plus. Là encore, le paramètre sera donné également par vos conditions de RPO. Le recovery plan, dans la terminologie Nutanix, sera l'ensemble des actions qu'on va mettre en place pour redémarrer un environnement sur le site de secours, le tout de manière orchestrée, et donc en utilisant finalement les données qui ont été répliquées sur le deuxième site par la protection policy.
Donc recovery plan et protection plan peuvent être affectés de manière automatisée en fait dans Nutanix, simplement en jouant sur des catégories. Donc les catégories, c'est juste des étiquettes qu'on va venir mettre notamment sur les machines virtuelles. Et donc quand on va créer une protection policy ou un recovery plan, on va dire ce recovery plan va concerner telle catégorie. Et à ce moment-là, effectivement, du coup, on automatise finalement l'ensemble des réplications, on ne fait pas ça machine par machine. Alors un point important, c'est que pour pouvoir commencer à faire des protection plans, des recovery plans, etc., il faut également avoir une idée de ce qu'on protège et de l'importance de ce qu'on protège. On va pas tout redémarrer en même temps d'un coup, hein, c'est pas comme ça que ça marche, il y a toujours un séquencement à faire. Prenons un exemple simple, vous avez une infrastructure à base de serveurs Windows Server, il y a des grandes chances qu'il y ait un Active Directory quelque part là-dedans, donc ça veut dire que dans le séquencement, probablement qu'on va redémarrer dans un premier temps, dans le recovery plan, d'abord les contrôleurs de domaine, puis ensuite les serveurs applicatifs, peut-être les bases de données, puis les frontaux web, etc. Voilà. Donc ça, il faut en tenir compte, donc il faut avoir une connaissance quand on fait un PRA, un peu de son patrimoine applicatif, d'être capable également de donner un poids aux différents applicatifs en termes d'importance business, simplement pour choisir qu'est-ce qui est important à redémarrer rapidement, et qu'est-ce qui peut être redémarré dans un temps un peu plus long. Donc on se concentre sur les organes vitaux, les applications vitales, et après on fait le reste. Le recovery point, au sens Nutanix, ici, ça va être un cliché instantané qui a été fait à un instant donné, et donc sur lequel la mécanique pour recréer des VM va être simplement de reprendre un recovery point, et à partir de là, de le cloner pour faire une nouvelle machine virtuelle avec un nouveau disque dur. Les licences nécessaires pour faire ça, alors spécialement en plus en environnement Nutanix Cloud Cluster, ce sera l'utilisation de licences Nutanix Cloud Infrastructure en version Pro ou en version Ultimate. Et donc là maintenant on va regarder la partie, du coup on va prendre cette implémentation technique de Nutanix Disaster Recovery et on va voir comment on l'utilise avec du NC2, donc du Nutanix Cloud Cluster, donc un cluster Nutanix tournant dans le cloud. Donc globalement, le NC2 c'est pas un produit séparé, c'est juste en fait vous installez un cluster Nutanix sur un hyperscaler, donc les hyperscalers classiques américains, AWS, Azure, Google. Au passage, OVH vient également d'arriver, et le contenu, j'ai pas changé la slide ici. Donc vous prenez des barres métal chez ces fournisseurs de cloud, vous venez avec vos licences tout à fait classiques Nutanix NCI, Pro ou Ultimate, et vous gérez l'ensemble. C'est pas un service managé, c'est pas un produit, donc c'est juste simplement prendre le software Nutanix et l'utiliser, le faire tourner en fait dans le data center d'un fournisseur de cloud. Alors ça c'est important de retenir également que si ça tourne dans les murs d'un data center d'un fournisseur de cloud, ça veut dire également qu'il y a une matrice de responsabilité partagée là-dessus. Alors, et là je précise bien, vous êtes responsable du disaster recovery. Souvent on pense que quand on va poser des applications, des serveurs chez un fournisseur de cloud, tout d'un coup magiquement on n'a plus à être responsable de rien, et que c'est l'hyperscaler qui va gérer pour vous le disaster recovery. Non, ça marche pas comme ça, qu'on soit sur des machines virtuelles natives, des hyperscalers, ou sur des environnements Nutanix qui tournent chez des hyperscalers. Vous restez responsable de créer votre plan de reprise d'activité, de savoir où vous allez redémarrer et comment, qui va être responsable de ça et quelles sont les procédures. Donc la responsabilité partagée ici, elle va être au niveau du hardware, le hardware, le réseau, la protection physique du bâtiment, c'est pas votre souci, ça appartient à l'hyperscaler, il fait son travail. Nutanix est responsable de fournir du logiciel, parce que c'est un éditeur logiciel, et Nutanix est également responsable de maintenir en condition opérationnelle le portail pour provisionner ces fameux clusters NC2, ou pour changer leur configuration, notamment leur taille, le nombre de nœuds, etc. Tout le reste, eh bien effectivement, c'est toujours le client final, ou un partenaire qui peut faire le travail pour lui, de gérer ce qui se passe à l'intérieur de ce cluster, et donc ce qui se passe à l'intérieur de ce cluster intègre effectivement la gestion de toutes les machines virtuelles, la sauvegarde de la donnée, les backups effectivement, et la sécurité derrière. Donc, on a parlé de Nutanix Disaster Recovery, je viens de vous expliquer globalement ce que c'était que Nutanix Cloud Cluster. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme option pour faire du Disaster Recovery avec des clusters Nutanix qui tourneraient effectivement dans les murs des data centers des hyperscalers?
Premier scénario, c'est que le cluster à protéger, vous l'avez à demeure dans votre data center ou votre salle machine, et vous allez mettre le cluster de secours, ou vous allez utiliser NC2 comme solution de disaster recovery. Là, ça veut dire qu'on aura quoi comme option? On aura l'option en termes de RPO, donc pour les synchronisations, de faire de la sync ou de faire du near sync. Donc on ne peut pas faire de RPO 0 ici, pour des raisons assez évidentes de latence. Si on doit chaque fois attendre que l'écriture ait été faite en face, on va pénaliser les performances à demeure, et donc on a besoin d'une latence très très faible quand on va faire de la réplication de type sync. Donc ici on sera sur de la sync ou de near sync. Donc RPO de 1 minute à 15 minutes ou supérieur à 1 heure. On peut faire, du coup, dans ce scénario-là, de l'élastic DR, c'est-à-dire partir avec un cluster 3 nœuds dans le cloud public, et de se dire, moi, à demeure, j'ai un cluster 10 nœuds, et c'est le jour vraiment où je fais ma bascule, mon test de disaster recovery, ou simplement que j'ai réellement un vrai problème et que je dois redémarrer ma production dans le cloud public, que là, en fait, on va ajouter à la demande des nœuds. Ça, c'est une des propriétés du cloud public, c'est qu'effectivement, normalement, il y a de la ressource, et donc on peut se servir directement pour dire « j'ai besoin d'avoir plus de ressources ». Donc on rajoutera à ce moment-là les nœuds. Donc là, on comprend tout de suite déjà que la notion d'élastic DR va apporter également un intérêt économique, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir l'équivalent de son infrastructure à demeure dans le cloud pour faire un plan de reprise d'activité. On peut avoir un sous-ensemble réduit en termes de puissance et donc qui va coûter moins cher, et c'est le jour J quand on en aura besoin qu'on rajoutera de la ressource. Le disaster recovery avec NC2 va également fonctionner pour faire de la protection de cluster NC2. Un cluster NC2 par définition est résilient, il est installé dans une zone de disponibilité d'un hyperscaler, donc dans le sens data center, mais là encore, ça reste de l'informatique avec toujours une possibilité de panne. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la matrice de responsabilité, l'hyperscaler est responsable du matériel, etc., mais si lui-même a un problème dans son data center, ou si le cluster a eu un souci, je sais pas, il a été détruit ou corrompu ou vérolé, là encore, il faut avoir une solution de secours pour pouvoir basculer, redémarrer un environnement. Et donc on peut redémarrer l'environnement dans un autre Nutanix Cloud Cluster. Auquel cas, ici, on aura quoi? On aura donc dans les RPO, donc toujours les options d'async ou de near sync, entre un NC2 dans une zone et un NC2 ailleurs, dans une autre zone. L'élastic DR est toujours valable. Et la petite nouveauté, c'est si on est par exemple notamment sur AWS aujourd'hui, et qu'on est dans la même zone de disponibilité, dans des réseaux séparés, on va pouvoir faire de la réplication synchrone. Maintenant vient une technologie qui est arrivée assez récemment, qui a un petit peu plus d'un an aujourd'hui, qui s'appelle le Multi-Snapshot Technology, ou appelé également MST. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un cluster, donc le cluster d'origine, cluster primaire, sur lequel effectivement on peut faire des snapshots, et puis généralement quand on a un deuxième cluster à côté, effectivement on envoie également les snapshots dits en remote, donc on envoie les snapshots à un deuxième cluster, et c'est comme ça qu'on va faire de disaster recovery. Le truc c'est que en termes de dimensionnement de disque, ça peut prendre de l'espace, et ça peut nécessiter d'avoir des gros clusters de l'autre côté, côté du disaster recovery, simplement juste pour recevoir les snapshots. Donc le MST, en fait, l'idée c'est un composant additionnel qu'on vient installer sur un cluster Nutanix, donc c'est un composant qui fait partie, là encore, des versions Pro et Ultimate. Et ce composant-là, donc qui est constitué de microservices pour la petite histoire, va simplement permettre d'envoyer les snapshots non pas vers un autre cluster Nutanix, mais directement dans un stockage objet. Donc un stockage objet très connu chez les fournisseurs de cloud en général. Donc ça peut être du stockage objet Amazon, ça peut être du stockage d'objet Nutanix, ça peut être du stockage objet Azure. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'un stockage objet, ça coûte relativement peu cher si on le compare à son équivalent en termes de prix pour un stockage équivalent sur des clusters qui tourneraient, qui eux vont faire tourner des NVMe et qu'on doit payer à l'utilisation. Donc du coup, ces stockages objets vont être intéressants et vont être utilisables avec le MST dans deux scénarios. Le premier scénario de MST s'appelle le Zero Compute. Alors c'est bien, ça porte plutôt pas mal son nom. Ça veut dire que on a un cluster d'origine qui tourne par exemple dans un data center, mais il pourrait tourner également dans du cloud. On envoie du coup les snapshots directement vers un stockage objet. Donc si on est dans du cloud public, on va l'envoyer dans la AWS dans un bucket S3 ou dans un compte de stockage Azure. Et puis le jour
le jour où on va avoir un incident sur notre cluster principal, eh bien, on va simplement démarrer à la demande, créer un nouveau cluster côté cloud, et réhydrater les données qui ont été sauvegardées, les snapshots qui avaient été envoyés sur le stockage objet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le zero compute, et c'est un moyen, on va dire, élégant de ne pas, en fait, simplement payer un cluster à 100% du temps pour recevoir des snapshots. Donc, économiquement, la solution est intéressante. On n'a pas de cluster, entre guillemets, inactif qui est là, à greffer. Et donc c'est le jour où on perd le cluster primaire, qu'on va réellement, entre guillemets, déployer un nouveau cluster, l'agrandir aux besoins, et derrière. Donc, le coût est super, parce que, effectivement, la seule chose qu'on va payer à 100% du temps, c'est le stockage objet ici. L'inconvénient qu'il peut y avoir derrière, c'est finalement le temps de restauration. Donc le fameux RTO, lui, le RTO, ça va être à minima le temps pour installer un nouveau cluster, plus le temps de le configurer, plus le temps de restaurer depuis un stockage objet. Donc ça veut dire que si on a des RTO qui sont très courts, de l'ordre d'1 ou 2 heures, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais économiquement, effectivement, la seule chose qu'on va payer la majorité du temps, c'est simplement le stockage externalisé de type blob storage, et ça c'est un stockage qui est plutôt assez économique. Un autre inconvénient également dans le cas de Nutanix, c'est que si on fait effectivement ce type de scénario, on n'aura pas la notion de recovery plan, qui sont vraiment des workloads, enfin des workbooks vraiment automatisés pour redémarrer un ensemble, par exemple, de machines virtuelles. Là, on va simplement arriver sur un cluster où on verra l'ensemble des recovery points, donc les différents snapshots, et il faudra prendre chacun des snapshots pour dire je recrée une VM à partir du snapshot, je la rebranche au réseau, etc. Donc, là encore, c'est un choix qui doit être fait uniquement si on n'a pas les moyens, et c'est mieux d'avoir ce type de solution que de ne rien avoir, mais c'est pas la solution la plus idéale quand effectivement on est sous stress et qu'on doit redémarrer vite. Voilà. Du coup, on a la deuxième option qui s'appelle le MST Disaster Recovery avec un déploiement de type Pilot Light. Donc Pilot Light, ça veut dire qu'on va avoir un cluster source qui peut être donc dans le cloud ou dans un data center, et on aura un cluster dans le cloud, NC2, qui sera un cluster avec une taille minimum de 3 nœuds, et qu'on appellera le Pilot Light. Et du coup, on va avoir différentes mécaniques ou différents protection policy avec différents types de RTO. Donc, pour les applicatifs qui ont besoin de redémarrer, on va dire, rapidement, on leur fera des protection policy avec une réplication de type near sync, voire sync, si on est entre deux clusters NC2. Mais donc on fait une réplication courte, et donc là, les snapshots qui seront envoyés au travers de cette réplication-là, on leur donnera comme destination les disques durs, pour les NVMe, les disques locaux du cluster qui tourne. On a un cluster qui va tourner, il a une certaine volumétrie en termes de stockage, donc quitte à envoyer des snapshots, autant les envoyer sur un stockage très rapide, NVMe, qui, lorsqu'on fera la restauration, sera également très rapide à restaurer. Donc, les applications importantes qui ont un RTO qui est faible, on les enverra et elles vont tourner ici. Les applications dont le RTO peut être effectivement un peu plus grand, ce qu'on fera, c'est qu'on va envoyer les snapshots toujours au cluster NC2 ici, Pilot Light. Donc là, on aura un long RTO, donc là, on aura de la sync ici. Et ensuite, on enverra ça sur ce serveur sur lequel le composant MST tourne et va envoyer du coup le stockage de ces snapshots, non pas localement sur les disques NVMe du cluster, mais les envoyer directement sur un bucket S3 ou un compte de stockage Azure, ou un compte de stockage S3 compatible, comme Nutanix Objet. Mais bon, dans le cloud en général, on va tourner avec les objets natifs. Donc ça veut dire que quand le cluster source va tomber, le cluster de secours sera déjà présent. Le redémarrage avec des recovery plans de manière automatisée et très rapide, parce que les données sont sur du NVMe, on va pouvoir le faire pour les applications qui ont un short RTO. Et ensuite, généralement, effectivement, le cluster à destination ici, on essaie de le faire le plus petit possible, je vous l'ai dit, 3 nœuds minimum, mais c'est conditionné finalement, quand ça tourne un cluster également par l'usage du CPU, de la mémoire,
Et il est possible qu'on a l'espace avec 3 nœuds pour stocker les snapshots, mais pas pour démarrer les machines virtuelles. Donc c'est là, en fait, dans la procédure, on appuiera sur le bouton plus des consoles NC2 pour ajouter des nœuds à la demande. Et donc du coup, les workloads qui, eux, donc pour démarrer les workloads avec un RTO faible, du coup ça ira très très vite. Et on respectera donc ces RTO. Pour les choses qui sont un peu moins importantes, eh ben on lancera après les procédures pareilles de restauration de la même façon. C'est juste que ça prendra un petit peu plus de temps, parce que simplement le stockage d'un compte de stockage objet est un peu moins performant qu'un stockage local de type NVMe. Donc la restauration prendra un peu plus de temps, mais là encore, c'est des applications qui vont supporter des RTO un petit peu plus longs. Donc, résumé de tout ça, le cluster primaire tombe, le cluster secondaire ici va pouvoir redémarrer, on va l'étendre à la demande pour ajouter des nœuds, et donc la restauration va se faire depuis le compte de stockage S3 ou le compte de Blob. Donc l'avantage, c'est qu'ici, on retrouve exactement la même expérience qu'on pourrait avoir avec l'outil de l'outillage Nutanix Disaster Recovery. On protège, on restaure tout de manière automatisée grâce au Recovery Plan, ça quel que soit l'endroit où sont stockés les snapshots. Et donc du coup, la procédure elle est plutôt assez simple, et surtout on peut redémarrer très rapidement les workloads qui ont un RTO qui est faible. L'inconvénient, parce qu'il y en a un, effectivement, c'est que ça va coûter le prix au moins d'un cluster 3 nœuds, qui est le ticket d'entrée minimum, effectivement, pour faire tourner un cluster de production dans NC2. Résumé de tout ça avec les différentes phases d'un Pilot Light, ici illustré avec de l'Azure, mais on aurait pu mettre ici le logo AWS et un stockage de type S3 par exemple. Donc, à temps plein, on a le cluster principal ici, sur lequel on fait 2 politiques à minimum de réplication, une politique avec un short RTO, les snapshots sont stockés localement sur le cluster NC2, des politiques avec de longues RTO, et dans ce cas-là, on envoie les snapshots au composant MST ici, qui les redéplace, qui les transfère directement sur le compte de stockage objet. Le jour où on perd son cluster ici, on redémarre très rapidement tous les workloads dont les snapshots sont locaux sur les NVMe du cluster NC2. Donc là, c'était les short RTO. Et ensuite, on fait scaler le serveur et on restaure tout ce qui était sauvegardé dans le stockage objet. Une fois que c'est terminé, comment on retourne et que l'environnement à demeure a été réparé ou les serveurs ont été changés, on fait simplement une synchronisation inverse, toujours avec Nutanix Disaster Recovery. Le cluster NC2 devient la source, le cluster on-prem devient la destination, on fait la réplication et on rebascule ici, et c'est terminé. Voilà. Donc, retenez que le Pilot Light versus le Zero Compute, les deux, dans tous les cas, on va utiliser du stockage objet. Le service MST peut être utilisé dans le Pilot Light, il sera utilisé du côté du cloud public, donc sur le cluster NC2. Sinon, si on est sur du Zero Compute, là, en fonction de là où est votre cluster source, ça peut être on-prem ou ça peut être dans le cloud public. Dans du Zero Compute Deployment, on aura donc un nouveau cluster qu'on créera à la demande côté NC2. Dans du Pilot Light, on aura un cluster existant, 3 nœuds minimum. Alors, on doit parler également, dans le cadre d'un Disaster Recovery, de solutions de backup. Comme je vous l'ai dit, là, les snapshots sont une option pour redémarrer et récupérer ces datas. Les backups ont fait leur preuve depuis déjà bien longtemps, et ne se substituent pas, les snapshots ne sont pas là pour se substituer aux sauvegardes. Donc, la plupart des éditeurs de solutions de sauvegarde-restauration sont compatibles pour NC2. Donc pas de souci là-dessus. Alors la synthèse ici qui est un tableau un peu gros, c'est finalement tous les scénarios qu'on pourrait avoir. Donc il y a un scénario que je n'ai pas cité, mais qui va très bien avec les solutions de backup. C'est la capacité, alors ça marche aujourd'hui que pour AWS, donc NC2 dans AWS, c'est de prendre un cluster Nutanix, de le configurer, et ensuite de l'hiberner. Et le concept de l'hibernation d'un cluster, c'est qu'en fait on va dumper la configuration, tout ce qui est dans le cluster en termes de configuration, et on va mettre ça sur un stockage objet qui coûte pas cher, et on va déprovisionner les nœuds, les rendre entre guillemets à AWS, donc on ne les paye pas.
Et le jour où on veut sortir d'hibernation, on appuie sur un bouton résume. Le résume va créer des nouvelles instances métal, et ensuite aller les réhydrater avec les données qui étaient dans le bucket S3. Donc c'est un moyen également économique d'avoir, entre guillemets, un disaster recovery en utilisant d'un côté les solutions de backup qui vont aller envoyer les sauvegardes dans du stockage objet chez l'hyperscaler de votre choix. Et ensuite, donc, en l'occurrence ici AWS est la meilleure option pour l'hibernation. Et donc, une fois qu'on a nos backups dans un bucket S3 côté AWS, on sort d'hibernation un cluster NC2 qu'on avait préparé au préalable et on restaure dessus. Donc c'est un autre moyen assez économique de faire un plan, enfin d'inclure cette solution-là dans un plan de reprise d'activité. Donc là on a un petit peu tous les scénarios possibles imaginables pour faire du disaster recovery avec du Nutanix Cloud Cluster ou du Nutanix au sens large. Donc synchronisation PRA avec en mode sync. Alors le RPO sera donc la valeur la plus élevée, la plus importante. Donc là c'est le top du top effectivement. On a un RPO de 0. Le RTO il est quasiment instantané aussi, parce qu'on a deux clusters qui sont là. Par contre le coût effectivement ça va coûter très cher. Donc là j'ai mis une valeur qui est les valeurs faibles sont pas très bien. Ça va coûter très cher. Donc c'est important de bien savoir combien on est prêt à perdre et quels sont ces indicateurs. C'est vraiment la clé de la discussion. À l'inverse, ici, par exemple, on pourrait dire, je fais une solution, un PRA basé sur un backup avec une solution tierce partie. J'externalise mes backups sur un bucket S3 et j'ai pas de cluster qui tourne à destination, mais le jour où j'en ai besoin, j'en crée un nouveau. Voilà. Donc ça, économiquement, effectivement, c'est l'option la plus intéressante parce que pour le coup, la seule chose qu'on fait, c'est payer ces backups externalisés et on paye les ressources le jour où on en a réellement besoin. On peut faire, donc la même chose existe effectivement avec AWS, la notion de cluster hébergé. Alors la note est légèrement plus faible ici, simplement parce que il faut payer le coût S3 du cluster hiberné, qui est pas très élevé, mais il est légèrement, c'est toujours plus que rien du tout. Donc en résumé, on peut avoir donc une matrice, ça c'est les mêmes chiffres mis sous la forme d'un radar, mais globalement, si la perte de données est ce qui vous concerne le plus, eh bien, effectivement, le near sync, donc le RPO, si le RPO doit être assez faible, le near sync est probablement la meilleure option. Near sync classique avec l'équivalent en taille du cluster NC2 côté cloud, ou en ElasticDR, on aura la même chose. On pourra rajouter des nœuds après. Et effectivement, les backups en termes de RPO, c'est pas forcément la meilleure option, considérant qu'un backup est généralement sur une base de 24 heures. Si le temps de redémarrage est le facteur qui conditionne, donc le RTO, est le facteur qui conditionne le plus votre choix de solution, eh bien dans ce cas-là, effectivement, ça veut dire qu'on aura des clusters qui seront actifs, et donc dans ce cas-là, on aura effectivement, alors les trois options sont possibles, synchrone, near sync ou async. Donc les meilleures options, c'est d'avoir les clusters 100% prêts qui tournent à côté. L'autre option, c'est d'avoir des clusters qui tournent déjà côté cloud et qu'on va agrandir en ElasticDR derrière. Dernière chose, si c'est le coût qui drive la solution, qui la conditionne, eh bien on est d'accord effectivement que la notion de MST en zéro compute, avec ou sans cluster hiberné, ou le backup restauration avec ou sans cluster hiberné, eh ben c'est les meilleures options parce que globalement on ne fait pas tourner d'infrastructure et dans le coût de ces solutions, ce qui coûte cher, c'est les barres métal qui tournent. On va dire à 80% de la solution, c'est à peu près ça qui coûte cher. Donc si le coût est drive la solution, globalement vous avez 4 options ici qui sont disponibles. 4 si vous êtes sur AWS et 2 si vous êtes chez les autres hyperscalers. Résumé de tout ça, finalement, j'ai passé pas mal de temps, mais on doit retenir que finalement on peut pas tout avoir. Donc si on veut un petit RPO et un petit RTO, ça va coûter cher. On peut avoir des solutions pas chères, mais elles auront un impact du coup sur le temps de redémarrage, le RTO, voire sur le RPO. Donc là après, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il faut simplement savoir et avoir une idée de quels sont les RPO demandés par l'organisation, dans le but du plan de PRA, quel RTO est admissible et quel budget on peut affecter à ça. À partir de là, vous avez toutes les cartes en main pour choisir une bonne solution pour faire du disaster recovery pour vos environnements Nutanix.
Voilà, cette vidéo était un petit peu longue, j'ai raconté beaucoup de choses, 40 minutes. J'espère que c'est utile. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de cette chaîne, il y a notamment des démonstrations justement sur Nutanix Disaster Recovery, là où vous verrez un petit peu plus les interfaces et comment ça fonctionne. C'est relativement bien fait en termes d'interface utilisateur, c'est simple à mettre en œuvre, et ça fait le travail. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tester son plan de reprise d'activité, mais au moins, du point de vue de la partie technologique, il y a une solution qui fonctionne. Il reste plus qu'à avoir des gens derrière qui la maîtrisent, et puis des procédures qui sont bien écrites. Voilà. Cette vidéo est vraiment, cette fois-ci, terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi, et à bientôt.